Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Qu'est-ce que les autorités ont retiré finalement de cet épisode de plus d'une décennie? Que c'était quelque chose de dangereux. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ça a marché ou est-ce que ça a été Alors, une réussite ou pas? Parce que c'est ça en fait, la vraie voilà, question. Là, on pourrait faire alors, 2 heures rien qu'avec cette question-là. oui, en fait. exactement, parce que pendant très longtemps, on a considéré que ça avait été un échec, parce que, et là, je ne sais pas si j'ai le temps d'en Vous avez parler. tout le temps que vous voulez. Merci. Alors, parce que en fait, la prohibition n'est pas tombée de sa belle mort. Oui. Bon, j'ai parlé de la guerre, enfin disons de la crise de Crise de 29, 29. voilà. Mais il y a aussi les adversaires de la prohibition et qui ont eux aussi réussi à s'organiser, comme les adversaires de l'alcoolisme, et qui ont lutté pour justement abolir la Un prohibition autre et lobby en fait. un nouvel amendement. Donc ça, c'était dès 1918, c'est-à-dire avant même Avant même que ça l'application, commence en fait. exactement. C'est un ancien capitaine de marine, William Staton, euh, qui constitue une société contre le 18e amendement. Donc, la société pour l'abolition de l'amendement, pour la prohibition. Hein. Donc, société pour l'abolition de l'amendement pour la prohibition. Donc, cette société, au début, elle n'a pas beaucoup d'importance. Oui. Et ce ne sont pas des brasseurs, ce ne sont pas des distilleurs, ce ne sont pas des gens qui ont un intérêt économique. D'accord. Ce sont en fait, ceux qui adhèrent, ce sont des personnes, souvent des grands hommes d'affaires, qui sont hostiles à l'intervention de l'État fédéral. Oui. Parce que c'est une des caractéristiques des États-Unis. Il y a l'État fédéral, Bien il y a entendu. les États fédérés. La centralisation contre la décentralisation. Et ces hommes-là, ces grands hommes d'affaires, sont hostiles à ce que l'État fédéral se mêle de leurs affaires. Et Le sacro-saint principe de la liberté. oui, mais d'une liberté des affaires. C'est ça. Hein. Euh, donc, euh, donc, ils veulent réagir contre ça. Et jusqu'en 1926, ils ont vraiment, on en parle à peine. À partir de 26, il y a d'autres grands hommes d'affaires qui donc s'intéressent à eux et qui entrent dans cette association et qui la réorganisent. Et qui, finalement, avec un peu les mêmes méthodes que ceux qui ont lutté contre l'alcoolisme pour le 18e amendement, un peu avec les mêmes méthodes, eh bien, ils réussissent finalement à organiser des alliances et à convaincre les électeurs qu'il faut abolir la prohibition. Alors, ça, on voit que malgré ce que beaucoup de gens disent, euh, en fait, en 1928, le principal candidat qui est pour l'abolition de la prohibition, qui est Al Smith, n'est pas élu. C'est Herbert Hoover, qui est, lui, pour continuer, pour appliquer la loi, qui est élu. Donc, ça veut dire que c'est quand même pas aussi important que ça. Et puis, il y a 29. Oui. Et là, c'est là Il faut que... une crise en fait. Voilà, c'est une crise. Oui. Il y a eu la guerre pour le 18e amendement. C'est ça. Il y a eu la très grave crise de 29 qui aurait pu durer 1 an ou 2, mais qui Qui s'est prolongé. qui se prolonge, qui absolument, s'approfondit. Et c'est là, justement. Donc en fait, pour revenir à votre question, quelles leçons en tirer, quelles leçons les habitants, les dirigeants en tirer? C'est que c'était un sujet qu'il valait mieux laisser au plus près Oui, des c'est ça, ouais. habitants. Hein. Que le gouvernement fédéral ne devait pas s'occuper de ça. Et que le gouvernement fédéral devait se contenter, lui, de son rôle, prélever les taxes, organiser l'ensemble, ça oui, le commerce entre les États, d'accord, mais pas, pas décider si les gens devaient boire ou pas. Oui, effectivement. Roosevelt a joué un rôle. Alors Roosevelt On joue sait un qu'il rôle il prenait très des intéressant, cachets plus effectivement. tard. Mais... Donc cette association dont je vous parlais est composée principalement de républicains.
hein, ils sont la plupart républicains, mais ils en arrivent, parce qu'ils sont hostiles à l'intervention de l'État qui s'est manifestée par justement par la prohibition, par cet amendement de l'État fédéral, eh bien, ils se rapprochent du Parti démocrate. Et alors que le vote pour la prohibition avait été transpartisan, là, on voit qu'il y a une différence. Les républicains, alors qu'ils sont en fait, en principe, contre l'intervention de l'État Bien sûr, ouais, fédéral, c'est ça. hein. Ouais. Donc c'est le paradoxe. Encore un paradoxe. Mais c'est la loi, il faut appliquer la loi. Les démocrates, qui pour la plupart, vous savez, il y a les démocrates du Nord-Est, dans l'électorat est surtout un électorat d'immigrants, et puis il y a les démocrates du Sud, qui sont assez différents et sur des positions différentes, Oui. hein. Il y a ces deux types de démocrates, mais en particulier dans le Nord-Est, les démocrates de plus en plus, pour suivre justement leurs électeurs, sont contre la prohibition. Et Al Smith est un exemple, c'est un farouche opposant à la prohibition. Et donc il y a un rapprochement entre ces républicains de l'APA et le Parti démocrate. Et c'est un personnage qui est John Jacob Raskob, qui est un financier, un grand financier, descendant d'immigrants allemands et irlandais, mais qui est devenu très riche, qui a participé à la construction de l'Empire State Building, par exemple. Et c'est lui qui va se rapprocher du Parti démocrate et le professionnaliser et le préparer justement à lutter pour cet amendement. Et sauf que lors de la Convention démocrate de 1932, Al Smith s'est opposé à Franklin Roosevelt, et c'est Franklin Roosevelt qui est le candidat du Parti démocrate. Et Roosevelt avait évité de se prononcer sur la question de la prohibition parce qu'il ne voulait pas fâcher ses électeurs, mais il sent le vent qui tourne, et à ce moment-là, il se pose en partisan d'un amendement pour abolir la prohibition. Sa femme, Éléonore, elle était son père et son frère, elle était abstinente, mais son père et son frère avaient été alcooliques, donc elle restait neutre en fait, mais elle était quand même très hostile à ce qui se passait, au fait que, à cause de la prohibition, de cette interdiction, eh bien, les gangsters se développaient, ces speakeasy se développaient, et ça, c'était pas bon pour la société américaine. Donc, voilà. Roosevelt, lui, est un homme politique très fin, et il sait ce qu'il doit dire. Alors, il pose, lors d'un grand discours, qu'il faut abolir effectivement la prohibition. Il ne faut pas vouloir imposer la vertu par l'autorité de l'État. Mais ensuite, il se concentre plutôt sur la question économique. Économique, oui. Et je crois qu'il a bien. Et donc, en fait, cette association dont j'ai parlé, la APA, soutient Franklin Roosevelt avec l'idée qu'il va effectivement pousser à l'abolition de la prohibition. Et c'est ce qui se passe, effectivement. À peine élu, il fait changer déjà fait voter une loi qui change le degré d'alcool acceptable, qui l'augmente, donc ce qui libéralise un peu, avant même qu'il y ait un amendement ou quoi que ce soit, hein. Le 18e amendement est toujours en action, mais il y a une loi qui va le modifier. Et en fait, ensuite, il a une politique très sociale où l'État fédéral intervient. Oui. Or, c'est l'inverse. L'inverse, c'est très curieux. C'est-à-dire que cette société AAPA, ces hommes d'affaires qui ont soutenu Roosevelt contre un plus grand mal, se retrouvent en fait dupés. C'est assez dingue. Effectivement, c'est des paradoxes. C'est une histoire de lobby, en fait. Oui, c'est une bien histoire sûr, de c'est lobby. des groupes de ça. pression, mais c'est aussi ça la politique Oui, c'est vrai. Et la vie. et la vie. Et c'est ce qu'on comprend bien, justement, dans votre ouvrage. Est-ce que ça a renforcé ou affaibli la démocratie américaine, selon vous? Alors, j'ai tendance à penser que ça l'a renforcé.
Parce qu'une démocratie où on fait boire les gens pour les faire voter, C'est voilà, moyen. des mois très Ouais, moyens. Et puis, il y a eu le vote des femmes. Oui, Et ça, justement, cette participation des femmes à la vie politique a aussi élargi la démocratie. tellement avant nous. 1920, alors que nous, c'est seulement Ouais, c'est ça. 1944. Il faudra beaucoup, beaucoup de temps. Euh, Pourquoi le cinéma, selon vous, encore aujourd'hui, magnifie ce moment? Par exemple, si je prends Les Incorruptibles de Palma, qui est un film que j'adore là aussi, est-ce que c'est la vision réelle ou est-ce que c'est là encore magnifié? Est-ce qu'on peut le prendre comme entre guillemets, un moment d'histoire ou est-ce que non, c'est plutôt Ah, Disneyland? voilà, c'est un petit peu toujours le problème des films qui sont une expression culturelle Eh oui, et l'expression d'un cinéaste. Je prendrais aussi le cas, par exemple, de Gangs of New York. oui. Hein. Gangs of New York, j'avais eu l'occasion d'entendre un historien américain qui avait été justement un conseiller Mhm. pour donc qui avait fait du conseil pour ce film. Il disait qu'il avait bien expliqué que c'était pas juste. Ouais, Ce ouais. qui était dit n'était pas juste, que les immigrants qu'on naturalisait juste au sortir du bateau, c'était pas comme ça que ça se passait. Et ça n'avait pas d'importance pour le cinéaste, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il va faire passer. Bien entendu. Et le rythme, le temps, l'espace du film n'est pas le même que celui de la réalité. C'est évident. Donc en fait, c'est ça effectivement. Alors ça a d'autant plus glorifié parce que c'est aussi la la contestation est souvent un beau Ouais, sujet c'est le et Robin des voilà. Bois, quoi. C'est Voilà, ouais. c'est un petit peu cette idée-là. Si on, de toute façon, c'est l'idée que la vie quotidienne, c'est pas digne d'être montré comme ça Hmm, sur les écrans. bien Sur sûr. les écrans, il faut quelque chose qui change. Il faut que celui qui regarde ait l'impression qu'il vit autre chose, qu'il vit dans un autre monde, qu'il a fait une véritable nouvelle expérience. Mhm. Il faut qu'il rêve. Bon, Hollywood, le cinéma américain est très fort pour ça. Et donc, l'entertainment. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Annick Écoutez, Foucrier, merci à c'est vous, fantastique ça a parce que passé très très vite. Hein. ouais, c'est formidable. Donc, si vous voulez plus de détails encore, bah, il faut lire La Prohibition, Interdire pour une Amérique meilleure chez Armand Collin. Il faut lire ce livre parce qu'il y a tout ça, tout ce qu'on a raconté et plus de choses encore parce que sinon on aurait pu faire 3 heures, effectivement. Il y a beaucoup de choses. Il faut pas toujours, et je le dis très souvent, ne calquez pas l'histoire de cette époque-là sur notre époque d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Clin d'œil, si vous pensez aux drogues, etc. Il ne faut pas le calquer. C'est une autre histoire. C'est un autre mode de pensée. C'est effectivement un autre moment. Mm. Cette période-là a ses règles intérieures, sa façon de fonctionner, et ça peut apporter des éléments de réflexion, mais il ne faut pas faire des Voilà, anachronismes c'est ça. en pensant que on va trouver pour notre époque les solutions dans cette époque-là. Mais par contre, ça nous aide à mieux penser, à mieux réfléchir, parce que certains phénomènes que nous ne voyons pas parce que nous sommes trop à l'intérieur, là sont évidents parce que nous avons cette distance Oui, et que certaines choses sont plus visibles, mais c'est toujours un peu une question de focale. C'est comme pour regarder, pour comprendre, il faut aussi changer de focale, oui, c'est-à-dire c'est vrai. passer du grand plan, hein, Du macro au micro. voilà, du Mhm. macro au micro et inversement. Il Exact. faut faire bouger. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les phénomènes qui, souvent, nous sont invisibles. Absolument. Et ça, c'est très, très important à comprendre. Merci beaucoup, vous êtes formidable. Merci à vous, c'est trop Ce gentil. serait bien de faire une émission sur Lewis et Clark. Du coup, en vous écoutant tout à l'heure, je Quand me vous suis dit, c'est vrai, voulez. j'en ai jamais parlé, mais quelle belle aventure, ça aussi, c'est Ah, super. C'est chouette. c'est une sacrée aventure. Sacrée Ouais. aventure. Et je rappelle juste en parenthèse que la Louisiane de l'époque n'est pas la Louisiane d'aujourd'hui. C'est presque la moitié des États-Unis. Hein. Alors, On a c'est vendu un pan effectivement, incroyable. quand ils ont acheté la Louisiane, ils ont doublé leur territoire. Ouais, c'est fou. C'était immense. C'est en fait toute la vallée du Missouri, enfin, c'est-à-dire euh, euh, la vallée des affluents d'ouest du Mississippi. C'était immense et personne ne connaissait les Les limites réalités, en fait, de bien ce sûr, du territoire. terrain. Et D'où là, l'intérêt d'y faire une exploration. exactement. Et la France avait besoin d'argent. Il n'y avait pas le choix.
Et en plus, Napoléon savait qu'il ne pouvait pas défendre Exact. ce Ouais, c'est territoire. vrai. Et puis Talleyrand l'a bien. Et, Enfin, et, voilà, et, et gagné Talleyrand, un peu d'argent là-dessus, oui, au passage, entre autres, une exactement, fois de plus. une fois de Merci plus. beaucoup, Annick, et à Merci très à vous. bientôt avec plaisir. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.